Bonjour à tous, le poisson c'est bon pour la santé et paraît-il que c'est excellent pour la mémoire. Donc afin d'en consommer davantage sans épuiser nos ressources, des fermes piscicoles ont été développées sur notre territoire. Alors comment fonctionnent-elles? Quels poissons sont concernés? Et comment ces élevages sont-ils possibles? C'est tout le travail du Centre calédonien de développement et de transfert en aquaculture marine, autrement dit le CCDT-AM. Afin de mieux comprendre quel est son travail au quotidien, je vous propose de nous rendre tout de suite sur place à la presqu'île de Fouet à Connay, là où des poissons tels que les poites ou les loches truites sont élevés. Entre terre et mer, c'est tout de suite sur NCTV. Mais pour commencer, je vous propose un petit voyage dans le temps. C'était il y a 1 an, où nous avions filmé les premiers coups de nageoire des bébés poites. On regarde ? Ici, nous nous trouvons dans les installations du Centre calédonien de développement et de transfert en aquaculture marine, au bout de la presqu'île de Fouet, à proximité de Connay. L'installation a démarré il y a tout juste 1 an. Donc nous, on est parti sur un projet de pisciculture marine, et dont l'objectif principal est de développer l'élevage de poissons marins en Calédonie. Dès l'année 2002, il y a eu des études effectuées sur les espèces susceptibles de permettre le développement de la pisciculture en Calédonie. Alors les espèces qui ont été sélectionnées pour ce programme, ce sont des espèces présentes localement en Calédonie. Il n'était pas question d'importer des espèces non indigènes. La première espèce sélectionnée, c'est donc la loche truite, donc une espèce de mérou. Et la deuxième espèce sélectionnée, c'est le poite, qui est donc une espèce de vivano, qui fait l'objet des premiers essais qu'on a pu réaliser cette année. Le choix de ces espèces en particulier, il s'est effectué sur le fait que c'était des espèces présentes en Calédonie, sur le fait qu'elles étaient maîtrisées par ailleurs dans le monde, que l'élevage avait déjà été réalisé, donc le but c'était d'éviter de partir dans une espèce que personne n'a réussi à maîtriser. Le troisième critère de choix, c'était que ce sont des espèces qui présentent des bons prix de vente, puisque l'objectif c'est bien sûr de développer une activité économique, et il faut que ces poissons, une fois qu'ils seront produits, ils puissent être commercialisés avec des prix de revient compatibles avec une activité économique. Ces deux espèces, elles ont donc la particularité d'être des espèces récifales que l'on trouve sur la barrière, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc ce sont des espèces qui sont habituées à une qualité d'eau le plus souvent bonne. Donc cette installation, qui fait une surface d'environ 1200 m², est dépendante de la fourniture en eau de mer, qui est pompée à environ 200 mètres du bâtiment. Et cette eau de mer est distribuée dans les différentes salles d'élevage, puisqu'on a isolé géographiquement chaque compartiment de production. C'est-à-dire que les géniteurs sont séparés de l'élevage larvaire, qui est lui-même séparé des salles de nurserie, et chaque salle qui produit du phytoplancton ou du zooplancton est elle-même séparée. Donc en fait, on a une petite dizaine de salles d'élevage dans laquelle est distribuée de l'eau de mer qui permet de réaliser les élevages. En ce qui concerne ce qui s'est passé en 2012, on peut déjà dater le début des opérations vers la mi-janvier, avec le raccordement à l'électricité au réseau public. À partir de là, dans les mois qui ont suivi, on a introduit des géniteurs capturés dans le milieu, dans le lagon. Et ça s'est déroulé entre le mois de février et le mois d'avril. Vers la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre, on a obtenu les premières pontes de poites. Voilà. Et durant tout le mois de décembre et jusqu'à maintenant, on a réalisé la phase d'élevage larvaire. Les poissons que vous voyez devant moi sont des petits alevins encore, et ils étaient encore des larves il y a environ une quinzaine de jours. Le travail est compartimenté en secteurs de production. Par exemple, Jean-Charles est responsable du secteur des géniteurs et de l'élevage des larves ou des alevins en nurserie. En fait, on fait des tris sur les poissons après l'élevage larvaire en fonction de leur croissance. On va prendre les plus gros, on va isoler, les moyens et les petits, tout simplement pour éviter un problème de cannibalisme, les plus gros mangeant les plus petits. Et ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est que les gros ne mangent pas la nourriture plus vite que les petits. Sinon, l'écart continue de s'agrandir et les petits finissent par se faire manger par les plus gros, tout simplement. Donc on trie et on fait des lots de poissons de différentes tailles
Les poissons d'extérieur, on les complémente en vitamine C parce que ça stimule les défenses immunitaires en fait. Et les géniteurs qui sont déjà captifs, on leur amène un complément multivitaminé pour éviter les carences en fait, tout simplement. En fait, ça se présente après sous forme de gélules comme ça, qu'on implante dans les sardines quand on donne à manger. On en profite pour les observer pour voir si tout va bien. Vraiment si les blessures se soignent correctement. Voilà, terminé. On va avoir d'autres personnes qui sont en charge des activités de production de proies vivantes, qui sont distribuées aux larves, c'est-à-dire le phytoplancton, mais aussi le zooplancton bien sûr. Et la personne qui est responsable chez nous s'appelle Jean-Baptiste. Là, nous sommes dans la salle de culture de rotifères. Je fais des prélèvements dans les lacs de culture de rotifères pour connaître les populations, savoir si ma culture est en bonne santé. Et il y a Virginie qui est récemment arrivée dans notre équipe, qui va se dédier essentiellement au travail de culture des algues. En ce qui concerne la démonstration et les résultats qui sont attendus pour envisager le démarrage d'une filière de ce type, on va dire qu'il va falloir plusieurs années et la reproduction de plusieurs cycles pour pouvoir affirmer que c'est sous contrôle et qu'on peut envisager de conseiller des gens dans cette activité et les aider à démarrer ce type de projet. Je pense que l'objectif, c'est quand même de rechercher tout ce qui peut diversifier le tissu économique calédonien. Ça peut être aussi, le résultat, ça peut être aussi de dire dans 5 ans, ben en fait non, il n'y a rien à faire sur le poisson. Je ne sais pas moi, il faut voir. Aujourd'hui, les poissons ont bien grandi et ont pris quelques grammes. L'occasion pour eux d'aller découvrir leur nouveau pensionnat. Direction Touhau, où un comité d'accueil les attend pour leur souhaiter la bienvenue. Donc aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous avec toute l'équipe à 4 h du matin pour charger sur un camion, dans des cuves qui ont été préparées et conçues à cet effet, charger des alevins qui ont été produits ici à l'écloserie de la presqu'île de Fouet, des alevins qui ont environ 3 mois, et les transférer vers le site de grossissement en cage qui se situe au large de Touhau. L'opération de chargement, elle prend environ 1 heure pour pouvoir être prêt à quitter la presqu'île de Fouet vers 5 h du matin et rouler tranquillement de 5 h à 7 h en empruntant la transversale. Donc on arrive à Touhau 7 h du matin donc, et il faut compter environ 2 heures pour les opérations de déchargement, transfert en bateau vers les cages qui sont donc disposées en mer, où les poissons vont passer entre 1 an et 1 an et demi à partir de maintenant. La question du choix du poids a été effectuée selon plusieurs critères, parmi lesquels la faisabilité technique avérée. C'est-à-dire que dans d'autres pays, des essais d'élevage sur ces poissons sur lesquels on travaille ont déjà été réalisés. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé sur des espèces qui n'avaient jamais été élevées par ailleurs. Lorsqu'on veut effectuer les tests de faisabilité technico-économique, on doit donc vérifier la possibilité de produire des alevins dans l'installation de la presqu'île de Fouet, mais on doit aussi essayer de faire grossir des poissons jusqu'à la taille commerciale. On a 2 possibilités qui s'offrent à nous, soit les bassins à terre de type crevette, soit les cages en mer
Et pour ça, il faut quand même reconnaître que le lagon offre un potentiel gigantesque, hein, avec le plus grand lagon du monde fermé disponible. Alors, il y a plein de contraintes à envisager et à vérifier. Je dirais, il y a la présence des requins, etc. Il va falloir voir un peu comment ça se passe lors des éventuels cyclones qui vont pouvoir nous toucher. Mais donc, il faut tester la possibilité d'élever en cage en mer, tout comme viendra le moment de tester la possibilité d'élever en bassin de type crevette. Voilà. Une fois que tous ces tests auront été effectués, on pourra rendre un verdict sur la faisabilité technico-économique, quelle que soit la méthode employée. En ce qui concerne le choix technique des cages, il est forcément lié à la dimension de la ferme qu'on veut mettre en place. Il s'agit d'une ferme pilote. Une ferme pilote, c'est donc une ferme à l'échelle d'une maquette qui permet de vérifier la rentabilité des opérations avant qu'il y ait des gens qui envisagent de se lancer à échelle commerciale. Les cages qui font 5 mètres par 5 mètres, hein, elles ont une forme carrée, elles permettent d'être exploitées par une équipe de 3-4 personnes. C'est essentiellement ça qui est déterminant. C'est donc pas un aquarium, mais c'est donc pas une ferme commerciale. Et l'objectif, c'est de vérifier les coûts de revient. C'est aussi, bien sûr, de vérifier la qualité des produits et l'acceptation par les clients potentiels. Ce qui veut dire aussi évaluer le prix de vente possible pour ces produits. Une fois qu'on a le coût de revient et le prix de vente, on a fait la meilleure des démonstrations de la faisabilité technico-économique de l'élevage de cette espèce. Le choix de Touhau, il s'est avéré assez évident lorsqu'on a considéré les problèmes de qualité d'eau disponible, de logistique, c'est-à-dire qu'il fallait un endroit où il y ait un site en mer intéressant, mais qui soit à proximité d'une infrastructure portuaire, pas forcément très grande, mais acceptable pour effectuer des opérations quotidiennes. Par ailleurs, on a reçu un accueil favorable des décideurs locaux, ce qui nous a poussé à conduire l'installation du projet devant la marina de Touhau et de profiter de cette infrastructure portuaire qui existe à Touhau. Et le site qui a été choisi, il est à proximité d'une petite passe qui est aussi à proximité de la marina de Touhau. Et par ailleurs, on bénéficie de qualité d'eau océanique, mais on a aussi la double protection de la grande barrière et d'un récif de terre. C'est effectivement un élevage. En ce qui concerne d'éventuels échappements de poissons, on peut considérer que le risque est nul puisque les poissons qui s'échappent sont des poissons dont l'espèce est déjà présente dans le lagon. En ce qui concerne l'éventuelle pollution par les rejets liés à l'alimentation, le site qui a été sélectionné est positionné à proximité d'une passe et donc de cette qualité d'eau océanique avec beaucoup de renouvellement. On estime que les rejets ne peuvent pas s'accumuler, mais ça reste à vérifier et il va falloir vérifier sur le long terme l'intégration d'un projet, même à si petite échelle, dans son environnement à tous les niveaux, pour pouvoir envisager de développer ou pas cette activité. Donc dans le concept de ferme pilote, il y a tous les niveaux, il y a vérifier la faisabilité, mais aussi vérifier l'intégration d'un projet comme ça, que ce soit, comme je vous disais, vis-à-vis de la faune sauvage, de l'environnement, du sédiment qui est sous les cages. Tout ça, ça va être suivi, vérifié, et la ferme pilote on pourra tirer des conclusions de ce qui aura été constaté pour pouvoir l'extrapoler
à l'éventuel souhait d'opérateurs qui voudraient se lancer dans cette activité. Et il faudra tenir compte de ce qu'on aura pu constater. Le pari sur l'avenir, c'est d'abord et avant tout l'appropriation que vont se faire les jeunes du territoire de cette activité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver à les former et est-ce qu'ils vont accrocher sur ce type de métier? Après, il y aura bien sûr l'intégration dans son environnement. Donc si on a les hommes et que l'activité arrive à se développer de manière harmonieuse dans son environnement, et que bien sûr les paramètres techniques et économiques sont au vert, là il pourrait y avoir un développement de cette activité. Cela fait maintenant 2 mois que les jeunes poids sont dans leur cage en milieu naturel. L'occasion pour nous d'aller voir comment ils se portent et de comprendre le travail au quotidien des nounous qui les bichonnent. Donc le matin, on commence le boulot à 7h30 et on prépare le matériel, la nourriture, tout pour les poissons. Et donc ensuite on va sur les cages donner à manger et puis donc à 8h, midi et 16h. Les moyens en matériel, on a un camion Kia donc pour transporter le matériel, les filets, tout ce qui est embarquement. Un bateau avec un moteur donc pour aller se déplacer sur les cages, changer les filets, donner à manger. Donc on utilise 2 cages sur 6 car on a 2500 poissons par cage. Et donc dans un bassin on peut mettre 2500 poissons jusqu'à temps qu'ils grossissent jusqu'à 800 grammes. Cette année il y a les géniteurs sur l'écloserie de Coné qui vont donc normalement il y aura des naissances en fin d'année et qu'on pourra basculer sur les autres cages. Donc l'opération de ce matin, c'était on venait récupérer des poissons qui sont nés à Fouet en fin 2012, qu'on a mis ici en stockage pour éviter des problèmes de pathologie qu'on aurait pu rencontrer. Et comme c'était les plus beaux animaux, l'idée c'était de les garder pour faire des géniteurs. Donc c'est ce qu'on a fait pendant presque 2 ans. Là ce matin on les récupère et on va les stabuler maintenant sur l'écloserie, en bassin en circuit fermé à Coné, pour pouvoir en fait suivre leur maturation l'année prochaine, pas cette année mais l'année prochaine, ils sont encore trop jeunes pour se reproduire. On va suivre tout ça et puis ensuite on espère avoir des pontes l'année prochaine pour les pontes de 2015-2016. Donc là on les a pêchés dans un bassin terre, donc où ils étaient stabulés, donc on les a seinés pour les récupérer. On les a placés dans un camion de transport pour les emmener donc de Boulou-Paris jusqu'à Coné. Là, on va juste surveiller l'oxygène pendant le transport. Arrivé à Coné, on va les anesthésier pour pouvoir les manipuler, les peser un par un. On va leur injecter une couverture antibiotique, comme c'est les poissons qui viennent d'un milieu extérieur, des antiparasitaires, et après on va les stabuler dans un bassin en circuit fermé. Donc pour éviter d'introduire des pathogènes, on blanchit les poissons avant de les faire entrer. L'avantage en fait d'avoir des animaux élevés en captivité, c'est que c'est des animaux qui logiquement devraient moins stresser en milieu fermé. Et l'autre avantage surtout, c'est qu'on n'est pas dépendant des pêches saisonnières de géniteurs sauvages. Et donc on aura le nombre suffisant l'année prochaine pour pouvoir faire plusieurs lots de poissons et travailler sur le décalage si nécessaire des géniteurs pour décaler des pontes ou travailler là-dessus. On aura plus d'animaux pour travailler dessus et on sera plus dépendant du nombre de géniteurs. Donc effectivement c'est un jour important pour nous puisque pour la première fois on va réintroduire dans notre installation des poissons qui sont destinés à devenir des géniteurs mais qui sont issus de nos élevages. Ces poissons ils vont constituer notre futur stock de géniteurs
Et je ne pense pas qu'ils auront le niveau tout de suite pour remplacer nos titulaires qui sont donc les géniteurs sauvages, parce qu'ils sont encore petits, ils n'ont pas encore prouvé qu'ils pouvaient pondre, mais ils représentent l'avenir de notre projet puisque ce sont eux qui vont constituer le stock de géniteurs. Et chaque année, il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver et qui va renforcer ce stock. Et donc on va avoir un stock glissant de géniteurs. C'est l'essence même de la domestication. Pour démarrer un projet comme celui qu'on avait, il fallait démarrer avec des géniteurs sauvages, il n'y avait pas de solution. Maintenant, il faut s'appuyer sur des géniteurs issus de la reproduction. Et le terme qu'on utilise en élevage, c'est ce qu'on appelle des F1. Voilà. F1, c'est issu de sauvages. Première génération issue de sauvages. Quand on en sera au F2, c'est qu'on sera à la deuxième génération issue des F1. Voilà. On n'en est pas là encore. Il faudra que ceux-là qu'on va récupérer soient matures, qu'ils aient pondu, que les poissons aient atteint la maturité et qu'ils aient repondu. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, quoi. Il peut y avoir de la consanguinité. Dans les poissons, c'est beaucoup moins documenté que dans d'autres espèces d'élevage. Mais on estime qu'on peut difficilement avoir des problèmes avant la 10e ou 20e génération. D'accord ? Et je vous dis, c'est pas très compliqué, étant donné que c'est une espèce locale, d'introduire régulièrement de nouveaux géniteurs sauvages. Mais pas la totalité du bassin, juste quelques-uns. Voilà. Et avec ça, on devrait éviter d'avoir des problèmes. Dans ce qu'on utilise comme nourriture pour les poissons aujourd'hui, c'est des granulés, les mêmes granulés que pour les crevettes. Donc c'est à base d'algues et de poissons. Donc on a plusieurs tailles de granulés suivant la taille des poissons. Là aujourd'hui on donne du 3 mm par exemple, et dès qu'on va arriver à 100 grammes, on va donner du 3,5 mm. Voilà. Donc aujourd'hui, l'impact sur l'environnement, on a eu des études. Ça a été fait par un bureau d'études externe. Donc l'impact est très minime vu qu'il n'y a pas beaucoup de poissons et on ne donne pas beaucoup de granulés. Voilà, on plonge, on a des filets à réparer. Ce qu'il faut organiser pour les poissons, c'est qu'on va essayer de mettre en place des astreintes pour pouvoir surveiller les cages en 24 heures sur 24. Donc toute l'année. Et les jours fériés, Noël, pour nous, il faut qu'on travaille. Donc c'est important de suivre les horaires de nourriture. Donc ce qui se passe le week-end pour la sécurité, c'est qu'on plonge qu'à l'intérieur des cages où il y a les poissons. On ne vérifie pas les cages anti-prédateurs, le filet anti-prédateur ou quoi. Donc, parce qu'on imagine un requin qui est rentré dans la cage, il faut que la personne soit un minimum en sécurité, donc elle plonge à l'intérieur du filet où il y a les poissons. Au départ, nous avons mis 2500 poissons par cage. Là aujourd'hui, avec les pertes, on estime à 4000 poissons au total. On a eu plus de pertes sur une cage parce que dans le transport, il y a eu une bactérie. Mais dans le premier voyage, on a des bons résultats. Donc on est à 92% de poissons vivants dans le premier et 70% dans le deuxième. Et au but, c'est qu'à la fin, on ait 80% de poissons. Donc on va pouvoir améliorer, c'est surtout le transport et on va sûrement les amener plus gros. Donc quand on les a emmenés, ils faisaient entre 12 et 15 grammes. Là, on va essayer de les amener à 20 grammes, donc un peu plus gros pour qu'ils survivent mieux. Et là aujourd'hui sur la cage numéro 1, on est en moyenne à 77 grammes. On a fait une pesée la semaine dernière. Et dans la cage numéro 2 à 44 grammes. Donc d'après la courbe graphique qu'on a, on est sur la courbe. Donc les objectifs à l'avenir, c'est de pouvoir arriver à un poids de 800 grammes par poisson
et ensuite de faire une étude pour les commercialiser. Donc savoir si c'est viable, si c'est rentable. Donc il y a toute une étude qui va être faite. C'est le premier projet, donc voilà. Donc pour les poids, c'est prévu d'en exporter des poissons morts. Et pour les loges truites, donc normalement c'est prévu de pouvoir les vendre vivants. Donc ils vont être dans des poches oxygénées et le premier marché, je pense que ça va être Hong Kong, à l'extérieur. On est confiant, là on est bien motivé. Donc voilà, on est confiant quand même sur ce projet. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre davantage sur ce produit 100% calédonien. Un beau pari sur l'avenir. Merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de notre magazine Entre Terre et Mer. À bientôt!